Bienvenue dans le débat. Que se passe-t-il à Los Angeles? Donald Trump a demandé au Pentagone d'envoyer 700 Marines et 2000 membres supplémentaires de la garde nationale pour faire face aux manifestants qui protestent contre les raids organisés contre les migrants illégaux. Le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, a exercé un recours contre Trump, l'accusant de créer de la peur, de la terreur et d'abîmer, dit-il, les fondements de la République par un abus de pouvoir flagrant. Trump justifie sa décision en qualifiant les manifestants d'insurgés. Après le bras de fer entre Trump et Elon Musk, le président américain s'est donc lancé dans une confrontation avec le gouverneur de Californie. À Los Angeles, c'est le 5e jour d'un double affrontement, celui donc qui oppose la police de Los Angeles à des manifestants et celui très politique entre une administration Trump et l'État démocrate de Californie. Alors Donald Trump a-t-il outrepassé ses droits? Est-ce une dérive autoritaire de son pouvoir à l'égard d'un État? Quels sont les risques? Cet affrontement de Trump et du gouverneur de Californie, Newsom, a lieu sur fond de bras de fer avec Elon Musk. Alors, au-delà de ces questions juridiques, quelles sont finalement les motivations politiques du président américain? Jusqu'où peut aller Donald Trump? Pour poser ces questions à mes invités, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Ketevan Gorgestani. Bonsoir Ketevan, chroniqueuse de politique internationale et ancienne correspondante pour nous, pour France 24 à Washington. Richard Verly est avec nous ce soir. Bonsoir Richard, correspondant France-Europe pour Blick. Également ce soir, Tristan Cabello est avec nous. Bonsoir, historien et maître de conférences à Johns Hopkins. Merci d'être là. Nous avons avec nous par Teams de Madrid, Reed Brody, qui est donc bien américain, même s'il est à Madrid. Bonsoir à vous. Vous êtes avocat et ancien substitut du procureur de l'État de New York. Vous allez beaucoup nous parler du droit, justement. On compte sur vous. Merci de participer à ce débat. Le Pentagone a donc mobilisé 700 Marines et 2000 membres de la garde nationale à Los Angeles, en plus des 2000 déjà annoncés de la garde nationale pour faire face aux manifestants de Los Angeles. Et cela sans consulter le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, et même sans son consentement. On fait d'abord un point en images avec Juliette Poissonnier. Des voitures brûlées et de nouveaux affrontements. À Los Angeles, 4e nuit de manifestation contre les arrestations massives d'immigrés clandestins. Hier, Donald Trump a encore musclé sa réponse en déployant des moyens supplémentaires de la garde nationale. Accusé de prendre des mesures disproportionnées pour faire monter la tension en Californie, voici ce que le président américain répond hier à des journalistes. Il fait allusion à une éventuelle arrestation du gouverneur californien Gavin Newsom. Je pense que ce serait une bonne chose. Il fait du mauvais travail. J'aime bien Gavin Newsom, il est sympa, mais il est franchement incompétent. Un bras de fer engagé entre la Maison-Blanche et les autorités californiennes. Hier, la maire de Los Angeles réagit. On n'avait pas besoin de la garde nationale. La seule chose que cela provoque, c'est de contribuer au chaos. C'est un chaos qui a été lancé par Washington DC. Un sentiment partagé par de nombreux Californiens. La garde nationale, partez! C'est écœurant, tout ça c'est du spectacle. Ils n'ont pas besoin de faire tout ça, on peut gérer nous-mêmes. Les autorités californiennes parlent d'une situation maîtrisée qui ne nécessite pas de moyens supplémentaires et multiplient les démonstrations de force depuis hier. Des arrestations comme celle de ce journaliste de CNN. En plein direct, cette reporter australienne reçoit, elle, une balle en caoutchouc dans la jambe, tirée par la police de Los Angeles. Au total, 1700 membres de la garde nationale ont été déployés hier soir. Direction Los Angeles, on retrouve tout de suite Loïc Piala, notre correspondant. Loïc, quelle est l'ambiance? Est-ce qu'une nouvelle journée de tension s'annonce? Trump qui affirme à l'instant qu'il allait maintenir la garde nationale jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de danger à Los Angeles. Oui, le budget prévu permet à cette garde nationale de rester 60 jours. Et l'idée, a expliqué Pete Hegseth, le secrétaire de la Défense, c'est de dissuader, faire comprendre en tout cas à ceux qui voudraient en découdre que la garde nationale restera tant que nécessaire. C'est beaucoup plus calme ce matin à Los Angeles. On nettoie les débris, on nettoie les graffitis également. Pas de grosses manifestations annoncées pour aujourd'hui. Mais c'est surtout, même s'il y a eu des tensions dans la journée de lundi, dans la journée de dimanche entre manifestants et
forces de l'ordre. C'est surtout la nuit que les choses dérapent, que des vandales s'attaquent à des magasins. Ça a encore été le cas cette nuit. Et d'ailleurs, la maire de Los Angeles fait bien la différence entre ces pillards et le reste des manifestants, en disant qu'en gros, ces pillards seront arrêtés, qu'ils paieront le prix qu'ils doivent payer et qu'ils font de l'ombre, en tout cas qu'ils atténuent le combat de ceux qui, pendant la journée, demandent au gouvernement fédéral de cesser ces raids dans des Home Depot, dans des Lavomatic. On a vu ça aussi ce week-end. Donc il y a une volonté côté autorité californienne, autorité locale, de dissocier vraiment ce qu'on voit pendant la nuit et ce qu'on voit pendant le reste du jour. Ça semble moins le cas du côté de l'administration Trump, où il y a peut-être un mélange des deux, une volonté, vous l'avez dit, des insurgés. Donald Trump a même parlé d'insurgés qui seraient payés pour créer le chaos, alors que du côté de la maire de Los Angeles, on estime justement que c'est cette présence massive d'agents fédéraux, il y a près de 2000 membres de la garde nationale, 2000 autres en chemin, 700 marines qui ont été débloqués, que tout ça sert de provocation finalement et augmente les tensions qui sont déjà fortes parce qu'on ne veut pas voir ce que fait l'administration actuelle avec ces raids contre des sans-papiers qui font vraiment partie du tissu social de cette ville de Los Angeles. Merci Loïc Piella, donc notre correspondant à Los Angeles. Reed Brody, puisque vous êtes ancien substitut du procureur de l'État de New York, est-ce un abus de pouvoir de la part de Donald Trump que cette décision d'envoyer l'armée face aux manifestants en Californie ? Mais c'est clair que c'est un abus de pouvoir, mais c'était quelque chose qui était annoncé depuis longtemps. Son premier mandat, il voulait déjà envoyer les troupes, mais il était dissuadé par des gens autour de lui, des adultes, des conseillers, etc. Pendant la campagne électorale, il aurait parlé aussi d'utiliser l'acte d'insurrection pour envoyer des troupes. Mais ce qui est clair, c'est ce qu'il veut, c'est s'arroger de plus en plus de pouvoir. Maintenant, vous demandez ce que la loi dit. La garde nationale est une espèce de hybride. C'est des soldats en réserve qui sont sous la compétence, la juridiction des gouverneurs des États. Et le seul cas où le président peut envoyer la garde nationale sans le consentement du gouverneur, c'était dans des cas de rébellion, d'invasion ou quand les lois ne sont pas exécutées. La dernière fois que cela s'est produit, il y a 60 ans, quand Lyndon Johnson a envoyé la garde nationale dans le sud pour protéger d'ailleurs des manifestants contre la police étatique, des manifestants en faveur des droits civiques. Pour ce qui est des marines, donc des soldats en service actif, c'est encore moins possible parce que la loi américaine, le Posse Comitatus Act du 18e siècle prévoit que les soldats ne font pas des actions policières, seulement dans un cas d'insurrection. Donc Trump, ce qu'il fait, bon, dans tout système constitutionnel, il y a toujours la possibilité en dernier recours pour un exécutif dans des cas extrêmes, comme je dis, rébellion, insurrection, invasion, de protéger le pays. Mais on n'est pas face à cela. Oui. Et donc Trump, essentiellement, ment sur les faits. Vous avez vu que la Californie l'attaque en justice. Évidemment, le temps de justice, ce n'est pas le temps de l'exécutif. Les troupes sont là. Brody, pardonnez-moi, il risque de perdre donc Trump face à ce recours exercé donc par Gavin Newsom, le gouverneur de Californie, contre lui. Ah ben, normalement, il va perdre, effectivement, mais est-ce qu'il va perdre la semaine prochaine, dans un mois, les troupes? Ce que Trump veut, c'est qu'il veut montrer qui est le boss. Il veut plus de pouvoir. Il veut montrer, pas seulement parce que le décret qu'il a signé ne parle pas de Los Angeles. Donc, il donne un avertissement dans tout le pays
qu'il va utiliser les forces armées. Même si Gavin Newsom gagne, il va peut-être essayer à New York, enfin, il attaque surtout dans les États qui sont... C'est ce qu'il avait dit d'ailleurs pendant la campagne électorale, qu'il va utiliser les militaires pour faire régner l'ordre dans les États démocratiques qui sont molles avec la criminalité. Donc, tout cela, c'est la provocation, c'est un prétexte. On va l'écouter justement, Donald Trump. On va l'écouter. Nous allons déployer des troupes partout. Nous ne laisserons pas cela arriver à notre pays. Nous ne laisserons pas notre pays se déchirer comme ce fut le cas sous Biden. Si nous constatons un danger pour notre pays et nos citoyens, nous serons très très fermes en matière de maintien de l'ordre. Nous allons voir ce dont nous avons besoin. Nous enverrons tout ce qu'il faut pour garantir le maintien de l'ordre. Tristan Cabello, donc pour vous, cette décision est celle d'un autocrate ? Oui, c'est surtout une gigantesque mise en scène, hein, c'est-à-dire qu'on est là dans une superproduction de Donald Trump. On a tous un petit rôle à jouer dans cette production. Il essaye de faire oublier la semaine catastrophique qu'il a eue la semaine dernière, c'est-à-dire pas de résultats en Ukraine, pas de résultats à Gaza, des problèmes de couple avec Elon Musk. Et donc il fait diversion. Et donc il fait diversion. Et donc il n'y a aucune raison d'envoyer la garde nationale, encore moins des Marines, pour ce qui se passe. C'est-à-dire le LAPD, qui est quand même une police, la police de Los Angeles. Voilà, tout à fait compétente et très dure. Aurait pu tout à fait gérer ce problème. Le problème, c'est que vous posez une question qui est essentielle, c'est quand va-t-on savoir cette décision de justice ? Ça peut arriver dans une semaine, ça peut arriver dans 2 mois. Et entre-temps, les émeutes ou les manifestations, elles se propagent autour des États-Unis. Et entre-temps, il peut très bien avoir des blessés, peut-être des morts. C'est pas ce que je souhaite, mais ça peut arriver. On voit qu'il y a quand même eu des affrontements assez violents et bien là, donner lieu vraiment à des vraies émeutes. C'est comme ça que ça a démarré dans les années 60, où il y a eu ce qu'on appelait des hot summers, des étés très chauds avec des émeutes. Kate Evans, justement, la police de Los Angeles, elle, on l'a entendu, la chef de la police qui, elle, dénonce justement l'arrivée des militaires. Est-ce qu'elle a été dépassée, cette LAPD, cette police de LA, par les manifestants ? Donald Trump, sa justification, c'est de dire les forces de maintien de l'ordre de Los Angeles ont été dépassées. Il faut rappeler quand même que le premier groupe de 2000 gardes nationales qu'il a décidé, c'était samedi. Ça veut dire que les manifestations, ça durait depuis à peu près 24 heures. C'était pas non plus totalement répandu sur Los Angeles. Il faut rappeler à nos téléspectateurs que pour l'instant, les manifestations et encore plus les manifestations violentes sont vraiment très très minimes par rapport à la taille de la ville de Los Angeles. Il y a un hotspot qui est à côté d'un immeuble fédéral où il y a des détenus, les immigrés sans papier, et il y a 2 plus petites villes au sud de Los Angeles, Compton et Paramount, où il y a aussi eu des violences. Mais la police de Los Angeles a toujours dit qu'ils étaient capables de gérer, qu'ils n'avaient pas besoin. Et je voudrais juste rappeler un peu les chiffres de la taille du maintien de l'ordre à Los Angeles. Il y a le LAPD, donc la police, c'est 8832 agents. Et il y a en plus le LA County Sheriff's Department, parce que LA County, c'est le LA métropolitain, qui est là aussi 9 915, donc on est à près de 20 000 agents de maintien de l'ordre. Ils sont tout à fait capables, et comme Tristan le rappelait, la police de Los Angeles, elle n'est pas connue aux États-Unis pour être soft avec les manifestants, et donc ils étaient totalement capables de gérer ce qui était probablement quelques milliers de manifestants, et probablement encore moins quand on parle des violences. Donc Donald Trump, ce qu'il a fait, c'est montrer son pouvoir. C'était pas du tout ni demandé, ni nécessaire, en tout cas pour l'instant, pour aider la police. Et d'ailleurs, le fait qu'il n'ait pas utilisé le Insurrection Act, l'acte d'insurrection, fait que ces 4700, si on prend la garde nationale et les Marines en même temps, 4700 troupes fédérales, ils n'ont pas le droit de faire du maintien de l'ordre pour l'instant. Leur but, c'est de protéger. Qu'est-ce qu'ils peuvent faire ? Ils sont là pour protéger les immeubles fédéraux
et les agents fédéraux, notamment les agents de ICE, les agents de l'immigration. Donc une marge de manœuvre réduite. Un mot, Richard Verly, justement, sur tous ces vétérans, d'ailleurs, qu'on a retrouvés d'ailleurs dans le Financial Times, dont l'un qui a parlé sur la Fox News, disant à quel point Donald Trump ne devait pas envoyer la garde nationale à Los Angeles. Là, on parle vraiment de généraux à la retraite, de militaires qui, en fait, vraiment, comme le général à la retraite Randy Manners sur Fox, qui dit « Le déploiement de la garde nationale sans consultation du gouvernement est mauvaise pour tous les Américains respectueux de la liberté d'expression et des droits des États ». Voilà ce que dit ce général. Et ce n'était pas le seul. Vraiment, les vétérans sont opposés à cette décision de Trump. Ça vous surprend ? Non, ça ne me surprend pas pour les raisons qui viennent d'être dites, tout simplement parce que les raisons, la situation ne justifiait pas un tel déploiement et donc la lecture que font ces vétérans de la Constitution, des droits du président est une lecture juste. Ce qui est quand même inquiétant, surprenant, c'est que dans les militaires d'active, dans le commandement de l'armée américaine, pour l'instant, personne ne bouge et personne ne conteste. Or, de facto, c'est toujours pareil, les généraux à la retraite, ils peuvent être brillants, utiles, sérieux, mais ils n'ont plus de pouvoir. Mais ils n'ont plus de pouvoir. Et donc, moi, ma question, c'est est-ce que, face à ce type de situation qui est clairement un abus de pouvoir de Donald Trump, une mise en scène, bref, tout ce qui vient d'être dit, est-ce qu'à un moment donné, quand même, des généraux d'active, qui commandent actuellement des unités, voire qui sont dans le commandement suprême à Washington, vont prendre la parole et exprimer leur désaccord, d'autant qu'ils sont dirigés par un secrétaire à la Défense, Pete Hegseth, qui est très discrédité, très contesté. Il me semble que la coupe est vraiment pleine pour ces généraux, mais je constate que pour l'instant, ils se taisent. Intéressant de revenir sur l'Insurrection Act, justement, qui a été utilisé, vous le disiez, Reed Brody, dans les années 50 et 60. Un tout petit peu d'histoire pour s'en souvenir, justement. 1957, Little Rock, dans l'Arkansas. Là, c'est le président Eisenhower, dans un contexte de déségrégation des écoles publiques, qui envoie, justement, contre l'avis du gouverneur de l'Arkansas, à cette époque, la garde nationale pour empêcher 9 élèves afro-américains, parce que justement, ils étaient empêchés, ces 9 élèves afro-américains, vous voyez ces images, d'entrer dans le lycée Central High School de Little Rock. Et ça, donc malgré la décision du gouverneur, eh bien, le président Eisenhower a envoyé la garde nationale qui a permis donc à ces étudiants afro-américains d'entrer dans ce lycée. 1965, vous le disiez, vous le mentionniez, Reed Brody, le président Johnson qui envoie la garde nationale pour protéger les manifestants lors de la marche de Selma à Montgomery. Ça, c'est dans l'Alabama. C'était une marche pour les droits civiques. Et là aussi, c'était contre la volonté du gouverneur de l'Alabama, Wallace, qui lui s'opposait donc à l'organisation de cette marche pour les droits civiques. Dernière chose intéressante, 1992, les émeutes à Los Angeles, on s'en souvient, après l'acquittement des policiers dans l'affaire Rodney King. Là, c'est George W. Bush qui a invoqué l'Insurrection Act, donc toujours cet acte, pour envoyer 4000 agents fédéraux, armés et marines. Mais là, en l'occurrence, en 1992, le gouverneur de Californie, Pete Wilson, avait coopéré. Reed Brody, on a l'impression effectivement qu'on n'est dans aucun de ces cas de figure. Mais on est dans aucun de ces cas. D'ailleurs, vos photos me rappellent que l'étendard des républicains pendant des décennies était les states' rights, le droit des États, parce que c'était un moment des droits civiques à Washington, les lois fédérales qui commençaient à protéger les droits civiques. Alors, les républicains brandissaient l'idée de states' rights. Donc, l'État, que ce soit Alabama, Mississippi, Arkansas, avait le droit de ne pas obéir. Et maintenant, c'est le contraire. Trump veut montrer sa loi, que ce soit, et surtout dans les États qui sont tenus par les démocrates. Mais je pense que ça fait partie d'un tout. Ça fait partie de cette tentative de Donald Trump d'usurper des pouvoirs qui ne sont pas les siens, de montrer sa capacité de tout faire. Vous savez que ce samedi, le 14 juin, il y aura pour la première fois un grand défilé militaire à Washington pour marquer l'anniversaire des forces armées des États-Unis, mais c'est aussi l'anniversaire de Donald Trump. Et ça va être, il
paraît que Donald Trump a été aux Champs-Élysées, à côté de Macron, il a assisté à un défilé militaire. Il a dit, moi, je veux ça dans mon pays. Et donc, il veut montrer que c'est lui qui est en charge de tout. D'ailleurs, il faut dire aussi qu'il y aura des manifestations dans tout le pays contre Donald Trump sous la bannière No King's Day. Pas de roi, la journée sans roi aux États-Unis. Un mot sur justement ce qu'il vient de dire sur Truth Social. Donald Trump, il vient de le redire. On va l'écouter. Los Angeles would be burning, just like it was burning a number of months ago with all the houses. Si nous n'avions pas envoyé la garde nationale et si nous ne lui avons pas apporté un peu d'aide supplémentaire la dernière fois, Los Angeles serait en feu en ce moment. Tristan Cavello. Donc là, à nouveau, il se justifie pour mettre en place cette politique contre les migrants illégaux. Eh bien, il fallait une intervention de cette garde nationale. Ça reste sa justification politique, finalement. Oui, et ce qui est très intéressant, c'était très intéressant de revoir toutes ces images, c'est que la garde nationale, ça mobilise un imaginaire aux États-Unis. Et en général, c'est quand même l'imaginaire de la justice raciale, des luttes pour les droits civiques. On l'a vu dans les années 60. Rodney King, plus récemment, là où la garde nationale a été envoyée, alors là, sous l'ordre du gouverneur, c'était pendant les manifestations de Black Lives Matter. Elle n'avait pas été fédéralisée du tout à l'époque, mais à Minneapolis en 2020, il y a eu la garde nationale mobilisée par le gouverneur du Minnesota pour les manifestations de Black Lives Matter. Tout ça pour dire, c'est qu'on s'en prend toujours aux mêmes populations. Les quartiers, par exemple, qui sont visés à Los Angeles, vous parliez très justement de Compton et de Paramount. Compton, c'est un quartier afro-américain. C'est là où Kendrick Lamar, le célèbre rappeur, a grandi. Paramount, c'est un quartier prédominamment latino. C'est là, il y a beaucoup d'hispanophones, mais beaucoup de gens qui n'ont pas de papier. Donc, c'est toujours ces populations-là que Donald Trump essaie de cibler. Et il se réfère aussi... Pour attiser sa base, pour faire plaisir à sa base. Tout à fait. Sa base pense que la Californie, c'est toujours ça. La Californie, c'est cet endroit woke, très libéral, où il y a des gens sans papier et des personnes de couleur racisées qui font des émeutes. C'est-à-dire vraiment, c'est les gens qui votent pour lui, en tout cas la base de la Middle America, pense ça. Et puis également la maire de Los Angeles, Karen Bass, qui dénonce justement une escalade chaotique. Elle dit LA, c'est une ville d'immigrants et 50% de la population est latino. Donc du coup, évidemment, ils craignent que ça ne mette que de l'huile sur le feu. C'est ce qu'elle dit finalement, la maire de Los Angeles. Absolument, parce que effectivement, les sortes de rafles qui ont entraîné ces manifestations dans des lieux de travail où ils ont vraiment arrêté une masse de gens pour trouver des sans-papiers. Ça arrive un peu partout aux États-Unis. C'est pas que à Los Angeles, mais effectivement, le fait que cette population soit largement une population latino, largement une population immigrée, et pas nécessairement des nouveaux immigrés. Il faut pas oublier que la Californie, c'était le Mexique avant. Et donc, il y a des latinos qui sont là depuis des générations. Il y a des nouveaux latinos. Et donc, il y a un côté plus personnel, peut-être, à Los Angeles que peut-être dans d'autres villes, et ça a vraiment touché au cœur aussi de l'économie de Los Angeles, puisque ils sont allés dans les lieux de travail où il y a beaucoup d'immigrés qui travaillent, et ils ont vraiment attaqué là-dessus. Et c'était une volonté claire et affichée de la part de Donald Trump et de son administration de faire ces arrestations, dans des États et dans des villes considérées, notamment les villes sanctuaires comme Los Angeles, considérées comme étant des sortes de, entre guillemets, terreaux d'immigrés sans papier. Et ça, c'est pour attiser sa base, vous qui les avez rencontrés, Richard, lors de votre dernier voyage aux États-Unis. Ce qu'il faut bien comprendre, moi j'ai suivi, il y a eu au mois d'avril, effectivement, on peut parler de rafle, en tout cas une descente de police extrêmement militarisée de ces agents de l'immigration, ICE,
donc c'est l'acronyme ICE, comme la glace, qui sont descendus dans un quartier de Colorado Springs, une ville qui est au sud de Denver, la capitale de Colorado, et qui a pour particularité d'abriter l'académie de US Air Force, donc de l'aviation américaine. Et là, quand on voit le déroulement, c'est proprement militaire. Pourquoi je dis ça ? C'est parce qu'on est dans une spirale de violence. C'est-à-dire que la volonté d'arrêter, de déporter, dans la violence, elle est en train de générer de la violence. Parce que les migrants, et ça je l'ai vu dans le Colorado, désormais ils se préparent à ces descentes. Ils s'organisent. Et donc, il y a un vrai risque de bataille rangée qui est provoqué par ces interventions. Aujourd'hui, aux États-Unis, il y a eu le cas d'une jeune étudiante turque qui a été relâchée depuis. Elle a été littéralement kidnappée devant son université. Kidnappée, on l'a pris, on l'a monté dans un véhicule noir, vous savez, comme dans les films, et on n'a plus eu de ses nouvelles pendant une semaine. Voilà. Les agents civils. Il faut bien voir que c'est ça qui se passe aux États-Unis, et donc on a un climat de peur, et le climat de peur, souvent, il engendre la violence. Si je peux quand même souligner ça c'est très vrai quand même que les gens dans les minorités, dans certaines communautés s'organisent et ils sont quand même très radicalisés et on les comprend. Alors ça ne veut pas dire que voilà il va y avoir du terrorisme demain, c'est pas ça, mais ils sont très énervés et ils s'organisent de manière assez radicale. Et on va voir ces images d'ailleurs au Texas, puisqu'il y a des manifestations maintenant à Dallas, également à San Antonio, à Austin. Alors là, le Texas, c'est un État pour le coup pas du tout démocrate. Il y a une ville démocrate, certes, Austin, mais le Texas, c'est républicain. Et là, il commence à y avoir aussi un certain nombre de manifestants. Là, on voit, c'est à Dallas. Donc, ça fait aussi un peu tache d'huile, Ketevan. Oui, on voit que les manifestations sont en train de se propager dans toutes les grandes villes des États-Unis. Il y a eu plein d'arrestations à New York, par exemple. Mais vous donniez l'exemple du Texas. Ce qui est intéressant, c'est aussi de voir, parce que vous parliez, Tristan, du fait que souvent, c'est contre certaines populations. Le fait est que l'année dernière, lorsqu'il y a eu lorsque le gouvernement du Texas a voulu appliquer des lois anti-immigrés très importantes, il y a eu à un moment les démocrates qui poussaient Joe Biden à dire envoyer la garde nationale au Texas pour contrecarrer le gouverneur. Et à l'époque, Kristi Noem, qui est aujourd'hui la ministre de l'Intérieur, disait ça serait une attaque directe envers les droits des États. S'il fait ça, c'est la fin du monde. Et aujourd'hui, elle est la première en place pour soutenir Donald Trump dans ses efforts. Et la deuxième chose, le deuxième exemple de l'utilisation un peu pas toujours claire et logique de cette garde nationale, c'est bien entendu le 6 janvier, où là, on est à Washington DC, il n'y a donc pas de gouverneur, c'est donc une garde nationale qui doit être appelée par le président, et où Donald Trump n'a jamais déclaré et mobilisé la garde nationale contre les fameux insurgés du 6 janvier. Du 6 janvier. Derrière, justement, cette décision de Trump en Californie, il y a aussi cet affrontement politique entre Trump et Gavin Newsom. On va écouter justement à la fois Trump et Newsom. C'était dans les derniers jours. Je pense que son premier crime est de se présenter au poste de gouverneur, parce qu'il a fait un si mauvais travail. Ce qu'il a fait à cet État, c'est ce que Biden a fait à ce pays. Venez me chercher, arrêtez-moi, finissons-en gros dur. Vous savez, je m'en fiche. Reed Brody, alors on voit bien l'affrontement, ça c'est Gavin Newsom, mais venez m'arrêter, finissons-en. En fait, il s'adresse à Tom Homan, qui est le conseiller immigration de Trump, lorsqu'il dit ça, qu'il vienne m'arrêter. Trump qui dit qu'il ne sert à rien, qu'il est totalement nul. Enfin, on peut dire qu'entre Trump et Newsom, là, il y a un divorce. Il n'y avait jamais eu de mariage. Gavin Newsom est un candidat potentiel à la présidence. C'est le gouverneur de l'État le plus peuplé des États-Unis. Mais il faut voir que tout cela, c'est justement comme les autres ont dit, c'est une mise en scène. Donald Trump veut diviser. Il veut attaquer les ennemis. C'est surtout, et cela, Richard Worley l'a bien dit, dans beaucoup de communautés des immigrés, il y a une peur. Il y a une peur. Maintenant, je connais des gens, j'ai beaucoup d'amis. Moi, je vis dans un quartier, quand je suis aux États-Unis, dans un quartier de minorité. Les gens ont peur. Et
s'il y en a qui se résistent, il y a d'autres qui se font rares, qui vont pas à des événements, qui vont pas à les églises, qui vont pas aux activités sportives. Mais c'est ça que veut Trump, malheureusement. Il veut diviser le pays, il veut désigner des ennemis, que ce soit les démocrates de Californie, mais c'est surtout des immigrés, des sans-papiers, des internationaux. Et malheureusement, il en appelle à sa base et je pense que pour lui, c'est payant, même quand ils perdent le plus souvent devant la justice, que ce soit avec les immigrés, que ce soit avec Harvard, que ce soit avec les avocats. Le mal est fait et Trump, qui a gagné les élections, mais qui n'a même pas eu 50%, et il dit tout on explique par le mandat qu'a Donald Trump pour mettre en œuvre sa politique. Mais ce n'est pas un mandat pour transformer le pays, pour changer les institutions, pour de fond en comble pour faire notre États-Unis. Et il n'est pas motivé par un sens de l'État. Il est motivé par l'accumulation du pouvoir personnel. Et c'est ça qui est le fond du problème en ce moment. Tristan Cahello, pour revenir sur Gavin Newsom et rebondir un peu sur ce que vient de dire Reed Brody, parce qu'on le connaît peu, enfin nous on le connaît bien sûr à France 24, mais enfin Gavin Newsom, il essayait tout de même de ne pas être trop radical avec Donald Trump, parce que d'abord il y a eu les incendies à Los Angeles, il avait besoin de fonds fédéraux, il a créé son podcast, et oui aux États-Unis ça se fait, les hommes politiques peuvent avoir un podcast, et il avait invité aussi des figures MAGA, il me semble qu'il avait invité Steve Bannon, donc il a essayé d'être, disons, présentable pour Donald Trump, de ne pas tout de suite être dans la confrontation. C'est pour ça que je parlais là de divorce. C'est terminé là entre les deux. Mais pas vraiment. Est-ce que ça serait un potentiel candidat d'ailleurs pour les démocrates ? Donald Trump, là aussi dans sa mise en scène, il essaye de se choisir un candidat, un opposant. Alors pas peut-être pour la prochaine présidentielle, mais il y a des midterms qui arrivent là. Et Newsom aura un rôle à jouer, sera un des leaders du Parti démocrate. Alors moi je crois que Newsom, il se le choisit parce que c'est un candidat qui est très faible. Comme vous le dites, récemment sur son podcast, il a invité Steve Bannon, qui est en fait un ami de Donald Trump, un communicant de Donald Trump. Très récemment, il sortait une loi aussi pour criminaliser les SDF qui font des campements dans la ville de Los Angeles. On ne peut pas rester maintenant plus de 3 jours au même endroit quand on est sans domicile fixe, autrement on va en prison. Donc il n'est pas si à gauche que ça. Voilà, Gavin Newsom, en fait, c'est l'aile un peu sécuritaire du Parti démocrate. Il est très très proche de Donald Trump. Et moi, je crois qu'aux prochaines élections, les gens, comme ils l'ont fait avec Kamala Harris, préféreront certainement l'original à la copie. Steve Newsom, c'est vraiment quelqu'un qui fait partie de l'aile quand même la plus sécuritaire, la plus réactionnaire du Parti démocrate. Donc vous pensez que c'est pas un bon pari pour les démocrates ? Pas du tout, moi je pas pense du tout. Ketevan. Non, lui, il essaye clairement de se présenter comme la figure de la résistance. Il l'a dit plus ou moins dans ses mots, c'est-à-dire la figure de la résistance à Donald Trump. Et en fait, leur relation, c'est un peu je t'aime moi non plus. C'est-à-dire que au début, c'était vraiment la résistance. Juste après l'élection de Donald Trump, d'ailleurs, Gavin Newsom a dit qu'il mettrait des finances de côté de l'État de Californie pour pouvoir faire justement ces procédures judiciaires. 25 millions de dollars, voilà, 25 millions de dollars pour financer la résistance. Contre l'administration Trump. Et puis, vous l'avez dit, il y a eu les feux en Californie. Et donc là, il a dû calmer un peu le jeu. Mais là, récemment, il a dit on ne peut pas travailler avec le président des États-Unis. On ne travaille que pour Donald Trump et jamais je ne travaillerai pour Donald Trump. Donc lui, il essaye de maintenant, en tout cas, se mettre dans la ligne de on ne travaille pas avec Trump, alors qu'il y en a d'autres noms, par exemple des Gretchen Whitmer, qui sont d'autres gouverneurs et d'autres noms qui sont présentés dans la vue des élections de 2028, qui eux sont plutôt sur la ligne... Là où on peut travailler avec lui, on travaille avec lui, si c'est dans l'intérêt de notre État, et là où on doit s'opposer, on s'oppose. Donc il y a plusieurs courants chez les démocrates, et pour l'instant, il n'y a vraiment personne. Et Gavin Newsom, il est déjà pas très aimé en Californie, de base. Donc, venant d'un État qui est vu par une grande partie de la population quand même pas seulement des MAGA, comme étant très très à gauche et avec beaucoup de problèmes, je suis pas sûre que ça soit le meilleur
Candide. Dans l'émission télévisée là, quand même, de MSNBC, bon, il manque vraiment cruellement de charisme. C'est pas quelqu'un qui passe très bien à la télévision en plus. Un mot tout de même, on a l'impression, là on se retrouve avec une confrontation Gavin Newsom, Donald Trump. La semaine dernière, c'était Donald Trump et Elon Musk. Finalement, ça a permis de mettre cette querelle d'ego qui était extrêmement forte. Elle a duré 3 jours et on peut dire que franchement, entre Trump et Musk, c'était vraiment la guerre. Et là, tout d'un coup, Musk a envoyé il a réagi sur X en disant, évidemment, en fustigeant Gavin Newsom. Est-ce que c'est pas aussi une façon de dire, bon, finalement, être contre Gavin Newsom, c'est peut-être plus important qu'être contre Musk? Oui, ça a été dit tout à l'heure, la stratégie de Donald Trump, c'est la stratégie du boss. Je suis le boss, je décide, les autres doivent m'obéir, qu'ils soient gouverneurs ou qu'ils soient milliardaires, c'est moi qui décide, c'est moi le plus puissant. Et donc tout ce qu'il fait accrédite cette thèse, on envoie la garde nationale, on insulte Gavin Newsom, je rappelle quand même que déjà il lui avait passé de sérieuses bordées au moment des incendies, en disant que c'était un incapable, etc. Donc je sape quand même, parce que quand vous êtes président des États-Unis, vous avez un écho médiatique considérable. Donc, pour Gavin Newsom, tout ça est quand même une très mauvaise nouvelle, parce que c'est son autorité, sa réputation qui est sapée, et Trump le sait. Même chose pour Elon Musk. Elon Musk a beau être l'homme potentiellement le plus riche du monde, celui aujourd'hui qui a le plus de levier en main, c'est quand même Donald Trump du fait de sa position. Donc ça, cette stratégie du boss, il va la répéter sans cesse. Et d'ailleurs, il essaye de la répéter au niveau international. Et son gros problème, c'est que ça ne marche pas. Parce que Vladimir Poutine n'est pas du tout rentré dans cette stratégie. Et même Benjamin Netanyahou n'est pas disposé à rentrer dans cette stratégie non plus. Alors après, il y a un autre élément, moi, qui m'inquiète. Je parlais tout à l'heure des militaires de haut rang et de leur silence. C'est qu'il y a, et c'est ce que j'ai pu voir aux États-Unis dans la jeunesse, on ne va pas l'appeler jeunesse MAGA, Make America Great Again, mais simplement la jeunesse trumpiste, un besoin d'action. Il y a des jeunes hommes américains qui disent il faut y aller, il faut agir. Et ça, c'est un discours qui marche. C'est pas un hasard si on parle de ce côté viriliste de Donald Trump, de cette vague masculiniste. Il surfe les images de la garde nationale. C'est aussi, vous voyez, moi, il s'adresse aux jeunes hommes du pays. Moi, j'agis, j'y vais, on est prêt à cogner. Et ça, malheureusement, je suis assez inquiet. C'est quelque chose qui, dans son opinion, son camp, ça fonctionne. Reed Brody, on arrive à la fin de cette émission. Est-ce que le risque, c'est une sorte d'éclatement de l'Amérique? Est-ce qu'un État, la Californie, pourrait décider de faire sécession? Est-ce que, finalement, elle pourrait entrer en guerre avec le pouvoir central? Les Californiens prendre les armes contre l'administration centrale? Non, je crois. D'ailleurs, l'attorney, j'ai écouté l'attorney general de Californie qui a expliqué pourquoi, par exemple, que lui, que le gouverneur n'a pas demandé à ses troupes de ne pas participer. Et lui, il a dit, les pauvres troupes, on ne veut pas créer une situation où ils ne savent pas quoi faire. Il faut que la justice décide. Je pense que, évidemment, on est dans un risque d'éclatement des États-Unis. Les villes sont presque tous, même dans les États, vous avez dit Austin, Texas, même dans des États conservateurs, les villes sont démocrates. Donc, ce serait assez difficile d'avoir une partition des États-Unis parce que c'est plutôt les villes qui sont progressistes, qui ont beaucoup d'immigrés, qui sont démocrates, et les vastes espaces ruraux qui sont républicains. Mais ce qu'on voit, c'est une division. C'est quelqu'un qui divise, le président Trump, qui divise le pays. Et c'est sa stratégie pour gagner, d'ailleurs. C'est militariser, diviser. Et c'est... évidemment, il y aura plus, et il compte sur cette résistance pour provoquer la surenchère. Et il y aura de plus en plus de résistance. Il y aura des catastrophes, il y aura des épidémies, il y aura beaucoup de problèmes avec cet État qui n'existe de moins en moins. Et il y aura des manifestations qui seront peut-être réprimées plus fermement que ce qu'on voit en ce moment à Los Angeles. Ça fait peur.
Donc pas de guerre contre le pouvoir central. Vous, en tout cas, vous ne pariez pas là-dessus. Ketevan. Moi, il y a quelque chose qui m'intéresse aussi là-dedans, c'est qu'on a parlé beaucoup de ce que ça faisait pour sa base. Et effectivement, là, il joue sur la mobilisation de sa base. On parle d'immigration, on parle de maintien de l'ordre. Tout ça, c'est vraiment pour la base MAGA. Mais quand on regarde les sondages, il y avait quand même un soutien global de la population américaine pour cadrer un peu l'immigration aux États-Unis. Mais de plus en plus, on voit d'abord qu'il a perdu énormément de points chez les latinos, qui avaient vraiment bougé vers lui pendant cette élection. Et notamment, il a perdu sur les questions d'immigration, c'est-à-dire que les gens, oui, soutiennent le fait de restreindre un peu l'immigration aux États-Unis. Ils ne soutiennent absolument pas les rafles dans les lieux de travail. Ils ne soutiennent pas le fait qu'on kidnappe des étudiants dans la rue sans autre forme de procès, qu'on envoie des gens au Salvador sans savoir s'ils sont vraiment criminels ou pas. Et donc on voit quand même que là, ce qu'il fait, certes, ça renforce dans sa base, mais il est en train de perdre une partie des gens qui avaient voté pour lui en pensant qu'il allait faire ce qu'il a dit en partie. Mais là, il est en train de virer sur... C'est la façon dont il est en train de procéder qui est en train de lui faire perdre un peu de soutien chez des gens qui n'étaient pas des MAGA, mais qui sont venus vers lui lors de cette élection. Ça, c'est bonne nouvelle pour les démocrates aux midterms. Tristan Cabello. Et sur cet éclatement, tout de même... Oui, juste revenir sur la Californie. La Californie, c'est très intéressant. Alors, c'est vrai que c'est un pays qui vote à 60% démocrates, mais c'est quand même un pays qui est très diversifié. Mais il pourrait décider de faire sécession. Non, là-dessus, ça c'est intéressant. C'est un pays, c'est un État. Un État, oui, c'est un État qui est très divers, oui. C'est vrai que c'est quand même une culture très particulière. Il faut quand même savoir que tous les grands mouvements de droite récents ont émergé en Californie. Ronald Reagan, par exemple, la nouvelle droite de Orange County, etc. Ça venait de là. Et puis surtout, aux dernières élections, certes, les démocrates ont voté à 60%, les Californiens ont voté à 60% pour les démocrates, mais vous savez qu'on vote pour beaucoup de choses à l'élection présidentielle, et ils ont aussi voté pour plus de peines de prison pour les criminels, moins en de fait, loyers. Ce que vous voulez dire, c'est que c'est plus compliqué. C'est plus compliqué, on n'est pas juste dans un sanctuaire démocrate. Sanctuaire démocrate, du tout. Richard, un mot sur cet éclatement possible, sur peut-être une sécession un jour de la Californie face à l'administration de Trump. Moi, le Civil War. Le principal danger que je vois, c'est celui de l'engrenage. Quand vous commencez à envoyer la garde nationale, quand vous commencez à envoyer des Marines, qui franchement sont des soldats qui ne sont pas du tout formés au maintien de l'ordre, le risque auquel vous vous exposez, à un moment donné, c'est qu'il y a effectivement des émeutes, avec des vrais pillages, qu'à ce moment-là, ces militaires interviennent dans de mauvaises conditions et commencent un engrenage qui peut être fatal. Alors, la sécession, c'est autre chose, mais cette idée que des foyers de violence importants pourraient s'installer aux États-Unis, ça, je crois que c'est crédible et que Donald Trump le veut d'une certaine manière, parce que c'est le paradoxe absolu, plus l'Amérique est violente, plus cela justifie son interventionnisme. Et sa base, malheureusement pour l'instant, elle n'attribue pas tout ça à son incompétence. Merci beaucoup Richard Verly, Tristan Cabello, Ketevan Gorgestani. Merci à vous Reed Brody d'avoir participé à l'émission. Vous la retrouvez sur les réseaux sociaux également en podcast et je vous dis à demain.